Bonjour à tous. Oleg Nesterenko, président du CCIE. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma personne, encore moins de faire des vidéos et de les mettre sur Internet. Cela étant, pour une fois, je fais l'exception à la règle, car ma personne a récemment fait l'objet d'une petite campagne de désinformation diffamatoire et mensongère qui était orchestrée par l'association de pseudo-défenseurs des droits et des libertés des journalistes par le monde, qui est RSF, les Reporters sans frontières. Au sein de cette organisation, il y a un certain monsieur Arnaud Froger qui a orchestré cette diffamation en collaboration avec une journaliste du régime ukrainien, enfin journaliste entre guillemets. Bon, tout de suite il y a une question à se poser, est-ce que ce n'est pas le régime ukrainien en collaboration avec RSF qui a élaboré et lancé cette campagne de diffamation mensongère vis-à-vis de ma personne? Cela étant, je dois remercier RSF pour l'attention qu'il me porte pour une raison très simple. Si parmi les centaines de personnes qui publient au moins de temps en temps sur la guerre en Ukraine et informent le grand public, ils ont choisi moi, c'est pour une raison évidente et flagrante, que mon travail est d'une grande qualité et très efficace. Ça les fait donc mal et c'est la raison de leurs excitations. En bas de cette vidéo, vous verrez le lien vers l'article qui va reprendre très en détail, avec non pas des paroles mais des preuves, les réelles preuves matérielles et vérifiables à l'appui de chacune de mes paroles que je vais prononcer. Donc là je fais si vous voulez, un petit résumé en énumérant point par point et en commentant tous les mensonges franchement trop grossiers pour ceux qui peuvent prétendre être professionnels. Enfin, quand je dis qu'il y a une campagne de désinformation, j'exagère un peu, car le niveau lamentable de la communication de RSF laisse à désirer. La vidéo qu'ils ont produite, je regardais en une semaine, il a eu 250 personnes qui l'ont vu. L'article qu'ils ont publié sur ma personne, il faut franchement le chercher pour trouver, même après seulement 5 jours après sa publication. Et ceci est avec l'équipe derrière, qui a près de 15 millions d'euros de budget que pour l'année 2024, qui est une équipe de près de 90 salariés et près de 150-200 correspondants par le monde. Franchement, il pourrait faire beaucoup mieux. Je peux être certain d'avance que ce petit vidéo que je suis en train de faire, première fois dans ma vie sur ma personne, à l'improviste, étant en voiture. Allez, je vais m'arrêter pour que ce soit plus audible. Cette vidéo, elle va certainement être visionnée incomparablement plus que leur travail, entre guillemets, de grands professionnels de communication et de médias. Ce qui veut déjà dire beaucoup de choses. Bien. Leur mensonge concernant mon accession au poste du président du CCIE.
Monsieur Froger communique que moi, j'occupe ce poste en n'ayant aucun diplôme et ainsi de suite. C'est complètement faux. Je suis diplômé d'un titre d'études supérieures homologué niveau 1, reçu auprès d'une grande école de commerce de la ville de Paris, qui est une école de USGCI. Ça fait très longtemps. D'une part. D'autre part, je comprends que les individus qui composent cette association qui est RSF n'ont strictement aucune idée ni du monde des affaires, ni comment il fonctionne, pour ne pas connaître que dans ce domaine-là, les diplômes que j'ai, à vrai dire, n'ont pas beaucoup d'importance. Les postes de responsabilité, on les reçoit non pas grâce à des diplômes, mais grâce à des aptitudes et à des connaissances. Okay, les aptitudes et les connaissances. Et bon, en ce qui me concerne, avec mon QI de 154, en tout cas selon le dernier test que j'ai amusé à faire, dessus, il me permet assez aisément de m'en occuper d'un certain nombre d'affaires, dont de la présidence du CCIE. Bien, donc quand ils parlent des diplômes, ils ont menti. Ensuite, concernant les mensonges des Reporters sans frontières sur mon activité très lointaine dans le domaine de la recherche scientifique. Il affirme qu'à l'époque, là nous parlons de la fin des années 90, encore début, milieu des années 2000, que j'ai été dans ce domaine en traducteur. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est un mensonge tout à fait grossier. Quand je dis que c'est grossier, parce qu'il met, comme sur tout le reste que je vais vous exposer, il m'est beaucoup trop facile de prouver le contraire, avec des preuves matérielles, documentaires à l'appui. Donc, en disant que j'ai été un traducteur, bon, je n'ai rien contre le métier de traducteur, mais cela étant, je n'ai jamais été le traducteur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Enfin, un jour, dans le passé très lointain, ça fait une dizaine, quinzaine d'années, on m'a proposé, entre autres, d'enseigner la langue russe auprès d'un master d'une grande école de commerce de Paris, mais je l'ai refusé, tout simplement parce que c'est une activité qui ne m'intéresse absolument pas. En ce qui concerne ma réelle activité dans le domaine de recherche scientifique, il s'agit du travail sur le poste du directeur commercial, directeur exécutif, de l'Institut et Musée de la reconstruction anthropologique de Lviv, pour commencer en tout cas. J'ai représenté l'Institut et Musée ukrainien en France, et mon travail consistait non pas à la traduction, mais à la formule d'A à Z, c'est-à-dire à titre strictement personnel et absolument autonome. Mon travail consistait dans la recherche des projets à réaliser, à l'analyse de la faisabilité et, en cas positif, à l'obtention des autorisations de l'État, des municipalités, des pouvoirs ecclésiastiques au niveau local, départemental, régional, voire national, vu la spécificité de notre activité, qui était la reconstruction des visages à partir des squelettes crâniens, bref, à partir des crânes des personnages historiques, français, européens, si vous voulez, mondialement connus en général. Bien évidemment que je dispose non pas en de documents, mais des milliers de fichiers d'archives sur mon travail, sans parler du certificat délivré par ministère, enfin c'est le formulaire du ministère de la Culture de l'Ukraine, qui, avec ma photo dessus et tout le reste, qui
me dénomine et qui me démontre en tant que directeur commercial de cette structure. Donc c'est un grossier mensonge. Sur l'article ci-dessous, voir le lien, vous pouvez voir les détails de cet élément. Ensuite, les mensonges des Reporters sans frontières concernant mon départ de Russie. Bon, ils disent que à l'époque, très lointaine, encore dans les années 90, je suis parti de Russie en fuyant la mobilisation pour la guerre en Tchétchénie. Bon, ça m'a fait vraiment rigoler, car c'est pas seulement grossièrement mensonger, mais ridicule. Je suis parti de Russie à 8h du matin, 4 octobre 1999. D'accord, du sud de la Russie, en passant par l'Allemagne, et ainsi de suite. À l'âge de 18 ans et 29 jours, très exactement. La première guerre de Tchétchénie s'est terminée en 1996, c'est-à-dire dans les 13 mois, si ma mémoire est bonne, avant mon départ. C'est-à-dire le dernier jour de la première guerre de Tchétchénie date de plus d'un an avant mon départ. Sans parler que, non pas au début, mais à la fin de cette guerre, j'étais âgé de 16 ans. Hein, donc, honnêtement, si j'aurais voulu participer dans cette guerre, je ne le pourrais pas le faire, même en suppliant l'armée à genoux de me prendre dans ce rang, d'accord? Parce que j'avais 16 ans. La seconde guerre de Tchétchénie, elle a commencé, elle a duré 10 ans, elle a commencé en 97. 98, bref, 99, pardon. En tout cas, j'ai vérifié les données et il a commencé pratiquement 2 ans après mon départ de Russie. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est absurde ce qu'a raconté le prétendu journaliste, monsieur Arnaud Froget, en disant que je fuis la guerre, bon, sauf s'il veut me flatter en prétendant que je dispose des capacités de Nostradamus, c'est-à-dire de voir l'avenir. Voilà, donc c'est totalement absurde. Bon, je dirais même plus, si on parle de cela, quels sont mes rapports au domaine militaire et à l'armée. Effectivement, je faisais une année, on peut appeler ça préparatoire, en Russie d'une école militaire, et je suis entré, donc j'ai passé les examens d'entrée avec le succès, et j'ai entré dans une école supérieure de gestion des régiments, du commandement de régiments, des missiles stratégiques, c'est-à-dire nucléaires de la Fédération de Russie. Imaginons que bon, cette école était fermée. Cela étant, les résultats, le certificat de résultats des examens, je les ai toujours quelque part dans mes archives. Et vu que c'était une école d'élite, il en avait, si je me souviens bien, 10 candidats pour une place. D'accord? Il fallait vraiment être très bon dans les examens pour y accéder. Et vu que mes notes d'examen sont pour la plupart de matières 5 sur 5, c'est-à-dire 20 sur 20, et la pire de mes notes était de 4 sur 5, c'est-à-dire 16 sur 20. Avec ce certificat, j'ai eu le droit légal, juridique, direct, d'accéder aux plupart de l'établissement de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Les écoles militaires, toutes les universités, en dehors peut-être de quelques-uns très particuliers comme l'école de cryptologie militaire et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire que même si j'aurais resté en Russie, avec ce certificat, j'entrerai dans n'importe quel autre établissement d'études supérieures. Bon, tous mes camarades, si vous voulez, de classe, ils sont partis tout simplement pas tous, mais la majorité est partie dans une autre école similaire de missiles nucléaires. Voilà, ils ont fait leurs études et aujourd'hui ce sont des officiers, parmi quelques-uns sont des très hauts gradés de l'armée russe. Bon, pourquoi je suis parti de Russie, vous pouvez voir dans l'article, il n'y a aucun secret dessus, mais voilà, donc les balivernes des prétendus reporters sans frontières, comme ils se nomment,
concernant ma fuite de mobilisation de la guerre, c'est complètement absurde. Absolument pas. Concernant une fois de plus les mensonges, non, je dirais plutôt la grave déformation de la réalité concernant mes publications sur les réseaux sociaux. Là, afin de déplacer le centre de gravité de ma réelle communication qui se passe par mes articles, mes analyses et mes interviews, dont il y en a une cinquantaine dans les 3 dernières années, pour que le public fait un peu moins attention dessus. Donc les magouilleurs de RSF ont fait déplacer le centre de gravité vers mes publications dans les réseaux sociaux que je fais chaque jour. Mais attention, ils ont présenté l'affaire comme si je fais, franchement, c'est mon activité principale, que je passe ma vie dessus de matin au soir, que je publie, là il a dit au mois de mars 2025, j'ai publié sur l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire LinkedIn, Telegram et Facebook, j'ai publié 700, près de 700 posts. Okay. Bon, honnêtement, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais tout de suite derrière, je peux vous dire, d'une part, ce chiffre-là, il faut le diviser par 3, automatiquement, c'est un fait. Car chaque post que je fais sur un de ces 3 réseaux, c'est du coupé-collé des 2 autres. C'est-à-dire que si je publie sur Telegram, je fais du coupé-collé et je le poste sur Facebook et LinkedIn. C'est-à-dire que c'est un mensonge. Le chiffre qu'ils ont présenté, c'est carrément 3 fois moins. D'une part. D'autre part, sur Facebook, sur le chaîne Telegram Information Alternative, la guerre en Ukraine, je suis loin d'être le seul à publier. Il y en a, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être dans les, je n'ai pas vérifié, mais dans les 170 000 clients, j'ai l'habitude, 170 000 membres, d'accord, du groupe Telegram, et il y en a beaucoup qui publient. Il y en a des dizaines de publications par jour, c'est-à-dire mes publications sont loin d'être les seules. Puis je ne suis en aucun cas le seul modérateur de ce groupe, j'y vais de temps en temps, pour voir qu'est-ce qui est publié, mais sinon il y a des gens qui s'en occupent de ça. C'est-à-dire d'autres membres, un qui est africain, un français, et ainsi de suite, qui s'en occupent. Donc si on prend l'ensemble de mes publications et l'ensemble du temps que je passe sur les réseaux sociaux, franchement, je peux vous assurer, monsieur Arnaud Froger, que le temps que j'y passe par jour est certainement inférieur au temps que vous passez chaque soir devant votre feuilleton à la télé. Facebook, c'est dans les 5, 10, 15 minutes par jour. Okay, donc, ensuite, concernant mes articles, vu qu'ils présentent que c'est mon activité principale, là, j'étais même curieux, donc j'ai regardé l'ensemble de mes analyses articles depuis le 1er janvier 2025, et donc là, il y en a 4. Si vous prenez l'ensemble de caractères, tout simplement, des lignes de caractères de ces 4 articles, là, il y en a dans une quinzaine de pages à 4, c'est-à-dire vous divisez par le nombre de jours jusqu'aujourd'hui, vous arrivez à une moyenne journalière de à peu près 3,5, c'est-à-dire même pas 4 lignes de texte par jour. Donc imaginez, les Reporters sans frontières ont voulu dire que écrire 3 à 4 lignes par jour, ça doit être une activité principale. Donc c'est tout simplement absurde. Après, il soulève une question que je lui ai communiquée. Il a prononcé une phrase du genre que tout ce que je publie, je ne vérifie pas la véracité de données. Bon, il a menti une fois de plus. Je n'ai jamais prononcé une telle phrase. Donc la phrase précise, vous le retrouverez dans l'article, dont le lien est indiqué en bas. En ce qui concerne la non-vérification des données que je publie, on parlait uniquement des articles d'autres médias que je consulte d'une manière normale au quotidien, et ce que je trouve intéressant, je le publie notamment sur Facebook. Donc là, oui, quand il s'agit d'autres médias, je ne passe pas ma vie à
vérifier, je ne suis pas une agence de vérification, vérifier ce que les autres médias publient. D'accord? C'est-à-dire, c'est de copier-coller des informations d'autres médias, comme tout le monde le fait. Il n'y a rien à y voir, franchement. En ce qui concerne mes publications à moi, mes textes, bien évidemment, chaque virgule est vérifiée. Je suis responsable de chaque lettre que je tape. Concernant un autre mensonge, concernant mon hobby personnel. Bon, moi je suis un collectionneur. Je suis un grand collectionneur. J'ai une collection dans le domaine historique. Ma collection, elle va de l'époque romaine jusqu'aux années 70 du siècle dernier, mais l'époque pré-romaine, je dirais, l'époque étrusque, et jusqu'au 1970, on va dire. Bon, la majeure partie de ma collection, pas que ça, mais je dirais 60% de ma collection, il s'agit des artefacts, des objets de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc voilà. Et dans ce cadre-là, les diffamateurs mensongers qui composent la boîte de Reporters sans frontières, ils ont essayé de présenter cela comme si j'étais quelqu'un qui était attiré par le régime nazi, des choses comme ça, d'accord, vu que ils ont trouvé des choses, dont par exemple mes ventes de quelques objets, enfin des centaines à vrai dire, ce qui n'est rien à vrai dire, vu que ma collection c'est entre 1500 et 2000 objets, en tout que j'accumule depuis 30 ans. Donc c'est une activité parfaitement connue, c'est une activité saine, c'est une activité 100% légale, il est même déclaré, entre guillemets. Bon, il faut comprendre que, étant un collectionneur, d'une part, j'achète pour ma collection, d'autre part, je constitue depuis un moment un catalogue que j'espère, bon, s'il sera édité un jour, quand il sera prêt, mais il y a encore du boulot, un catalogue sur les effets, les uniformes, les insignes, les décorations de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera un gros livre. En faisant d'ailleurs le développement du thème sur l'importance des symboles dans la formation et le maintien des régimes extrémistes par le monde dans l'histoire de l'humanité, d'accord, sur l'exemple de la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre-là, bien évidemment, il y a pas mal d'objets que j'achète par le monde, aux enchères, par les réseaux d'amis, collectionneurs, par des contacts. J'ai beaucoup de moyens sur toute la planète. Et les objets que je ne garde pas pour moi, je ne peux pas tout garder, sinon ma collection serait déjà de 20 000 pièces, peut-être. Après les avoir photographiés, le temps libre après minuit, les répertorier, les classifier, tout simplement, je les remets en circulation sur le marché des antiquités. C'est aussi simple que ça. J'en appelle, bon. Ce qu'ils ont voulu présenter, c'est en montrant, en piochant tel ou tel objet, parmi ce qu'ils ont pu trouver, que peut-être que je suis je ne sais quel néo-nazi anonyme, une chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu de faire comprendre à leurs lecteurs. Bon, c'est complètement débile, on ne peut pas dire ça autrement, car d'une part, je suis le petit-fils des soldats de l'armée rouge qui non seulement ont combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre, mais qui sont morts au combat. Les deux d'ailleurs, tant de côté. Mon arrière-grand frère, arrière-petit-fils, donc arrière-grand-père du côté maternel et paternel, sont morts au combat, tous les deux. Je suis la personne qui condamne officiellement, ouvertement et combat le néonazisme qui prolifère en Ukraine depuis un certain nombre d'années, avec le soutien silencieux des pouvoirs occidentaux. Et ceci est malgré les menaces de mort, les menaces d'assassinat que je reçois tout le temps, de la part de néo-nazis ukrainiens, de la part de néo-nazis français,
Donc je suis bien connu chez eux, et notamment sur les menaces les plus plausibles, parce qu'il y en a beaucoup, hein, donc sur pas mal je fais même pas attention, mais les plus plausibles, je dépose des plaintes. Donc il y en a déjà des plaintes déposées par exemple auprès du tribunal judiciaire de la ville de Paris. Ok, donc plainte pour les menaces de mort, l'incitation à la haine raciale et ainsi de suite. Je répète entre parenthèses que chaque mot que je dis, j'ai publié certains documents dans mon article de la mise en pièce des mensonges de RSF. Donc vous pouvez les consulter bien évidemment. Donc la personne qui est descendant des parents qui sont morts au combat contre le nazisme. Je combats le nazisme, le néonazisme, malgré les menaces de mort. Je suis la personne qui est donateur régulier, et depuis très longtemps, c'est pas juste 3-4 ans, des associations, des organismes caritatifs comme Action contre la faim. Normalement, on ne parle pas de ça. D'ailleurs, il y a mon épouse, vous savez, il y a un certain nombre de choses concernant mes activités, si on peut le dire, caritatives, elle a appris que dans mon article, malgré que c'est les personnes les plus proches au monde. Parce que c'est pas le genre de choses qu'on parle, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a plein d'organismes, et parmi ces organismes, il y a par exemple le centre israélien du soutien des enfants malades du cancer. Okay, qui, quand je peux, je fais des donations. Donc, vous voyez, selon les rigolos de RSF, les personnes qui envoient son argent à des organismes qui soignent les enfants israéliens, c'est un néo-nazi. Franchement, il faut creuser profond pour trouver des bêtises pareilles. Sans parler que je suis également membre du registre des donneurs d'organes, registre français, membre du registre, c'est pas depuis hier, c'est depuis 5-10 ans, membre du registre de donneurs volontaires de la moelle osseuse. Et vous comprenez bien que si je donnerais de ma moelle osseuse, c'est fort probable que ce sera le bénéficiaire sera, en tout cas je l'espère, quelqu'un d'un pays du tiers-monde, ce que les Occidentaux appellent les pays du tiers-monde. Bientôt, à vrai dire, ce sera très différent. Mais c'est un autre thème. Donc, il se peut qu'il y aura un arabe, un noir, un juif, un latino-américain qui va bénéficier, je l'espère, de ma moelle osseuse. D'accord, donc, bref, je m'arrête là parce que les balivernes de niveau professionnellement aussi bas, aussi peu vérifiés, aussi grotesques, franchement, il faut chercher pour trouver. Ensuite, concernant les mensonges sur mon activité de professeur, d'enseignant au niveau de l'enseignement supérieur. Bien, ils ont certainement trouvé, je parle de M. Arnaud Froger et les représentants du régime ukrainien, ils ont trouvé les informations que je publiais sur le sujet sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, d'accord. Et c'est à peu près 3/4 de toutes leurs connaissances, de toutes leurs investigations sur le sujet. Parce que les bêtises qu'ils ont racontées, franchement, allez, je fais un petit résumé. Ils ont prétendu que moi, j'ai travaillé, et c'est le cas, dans une école de commerce supérieur qui est USG, INSEC, USGCI, c'est là où j'ai fait les études. Donc de l'INSEC, j'ai activement enseigné de 2008 jusqu'au 2022. Ils ont prétendu que d'une part, j'ai été viré, parce que j'étais un mauvais professeur, je sais pas, bref. Plein de bêtises. J'ai été viré de là-bas, je ne donne plus le cours, d'une part. D'autre part, que les cours ont été carrément de mauvaise qualité, et ils disent qu'ils ont des sources du genre quelqu'un à l'INSEC
à l'école. Et après, il a contacté, il dit un ou deux, il cite sans citer les noms, bien évidemment, parce que quand vous montez, il ne faut pas citer les noms. Il cite un ou deux étudiants qui ont parlé de la mauvaise qualité de mes cours. Bien, d'une part, je n'ai jamais été viré de l'INSEC. J'ai toujours mon CDI. Si M. Arnaud Froger ne sait pas ce que c'est contrat à durée indéterminée. D'accord. J'ai mon CDI, je reçois chaque mois les fiches de paye, même quand je n'enseigne pas, et si je n'enseigne pas, je reçois mes fiches de paye. J'ai ma mutuelle obligatoire des enseignants, j'ai mes primes de la fin de l'année, comme tous les enseignants. Je fais toujours le parti du corps enseignant, officiellement, juridiquement parlant. Si j'ai arrêté mes cours de la négociation B2B, c'est pas le seul cours, mais c'est surtout celui-là que je préfère, auprès de l'INSEC, c'est tout simplement qu'en 2022, l'école a connu une restructuration et dans le cadre, il était racheté par un autre groupe, si je me souviens bien, et dans le cadre de cette restructuration, pendant une grande réunion de service de tous les profs, on nous a appris qu'il y a pas mal de matières qui seront tout simplement supprimées pour harmoniser tous les pôles. Bref, c'est une histoire interne. Mais contrairement à des mensonges de M. Froger, vis-à-vis de ma personne sur ce sujet, j'ai immédiatement derrière reçu, vu que ma matière était supprimée, j'ai immédiatement reçu derrière une proposition à enseigner une autre matière qui est de la géopolitique internationale. Voilà. Bien évidemment, j'ai des documents. Et par ailleurs, cet échange, je l'ai posté sur le site internet qui mise en pièces les mensonges de RSF à mon sujet. Donc, si j'ai terminé d'enseigner parce que j'ai refusé, je n'ai pas accepté cette proposition, d'accord, d'enseigner la nouvelle matière, malgré que c'est parfaitement dans mes cordes, la géopolitique et les relations internationales. C'est le cœur de ma vie, que dire de mon métier. Pour des raisons qui me regardent, mais en tout cas, je refusais. Et malgré que, il faut savoir que on est payé, pas seulement à l'INSEC, mais pour que vous compreniez, on est payé jusqu'aux 90-100 euros brut l'heure. Je n'ai pas accepté cette proposition, d'accord. J'ai les preuves matérielles de cela. Bien évidemment, M. Froger, dans ses falsifications, il n'a pas pu savoir ce genre de détails. Bon, après, concernant la qualité de mes cours, il cite un ou deux étudiants. Bon, j'étais franchement curieux. Je sais que mes cours ont été d'une excellente qualité et très appréciés par les étudiants. Mais pourtant, j'ai supposé aller, s'il a réellement contacté quelqu'un, bon, de mon côté, sur LinkedIn, je contactais mes anciens étudiants que j'ai eus, ça fait très longtemps, parfois depuis de longues années. En tout cas, ceux dont j'ai des coordonnées, toujours. En les demandant, en posant la question, est-ce que vous pensez, ou qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque de mon cours? Et je les ai bien demandé de me dire ce qu'ils pensent d'une manière non embellie, c'est-à-dire pied par terre, réellement, qu'est-ce qu'ils en pensent. Les retours, j'en ai eu plus de 50. Et je continue à recevoir d'ailleurs. Non pas un ou deux, mais plus de 50. Dont l'ensemble est plus que positif. D'accord? Non, il n'est pas juste positif, mais plus que positif. Il y en a plein qui disent que enfin en tout cas un certain nombre, que pour les uns, ma matière était parmi les meilleures de leur cursus universitaire d'études, pour les autres c'était la meilleure matière, et ainsi de suite. J'ai posté d'ailleurs une cinquantaine de captures d'écran de leurs réponses sur LinkedIn, d'accord. Vous pouvez les consulter dans l'article. Donc parler de la qualité de l'article, franchement, M. Arnaud Froger a manqué une belle occasion de sauter sur ce sujet une fois de plus. Bien. L'ensemble d'éléments qui ont été exposés vis-à-vis de ma personne par RSF sont des purs mensonges, diffamatoires et profondément mensongers. D'accord. Donc je viens de vous exposer rapidement les éléments, mais vous pouvez consulter une dizaine de pages de texte avec des photos, des preuves, des documents de ce que je dis. Je n'ai pas l'habitude de parler dans ma vie quand je ne peux pas prouver avec des preuves matérielles, tangibles et vérifiables chacune de mes paroles. Contrairement à l'habitude de cette pseudo-association de pseudo-journalistes qui a le modus operandi classique, c'est la diffamation, les mensonges
et le détournement des informations. Ok. Ça, chez eux, c'est la norme depuis le jour de leur création en 1985. Bien, contrairement à leur prétendue investigation, moi, depuis un moment, je travaille sur cet organisme qui est tout à fait intéressant. Et très prochainement, si tout va bien dans le mois à venir, je vais faire paraître une grande analyse, un dossier assez détaillé sur leurs activités, sur ce qu'ils sont, sur leur financement et ainsi de suite. Vous verrez, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous allez retrouver beaucoup de choses intéressantes. D'accord? Je vais parler de leur prétendu classement mondial de la liberté de la presse. À vrai dire, c'est la seule chose pour laquelle ils sont mondialement célèbres, d'accord, parce que c'est une sorte de référence. Je vais prouver, non pas dire, non pas juste cracher de la salive comme ils le font, avec rien derrière, mais je vais prouver que, en donnant l'exemple de quelques pays, que leur classement, c'est une grossière falsification. D'accord? Ils mentent, ils détournent les données, ils les pervertissent. D'accord? Sur l'exemple de quelques pays, je vais carrément le prouver. Je ne vais pas oublier non plus leur comptabilité. J'ai des connaissances dans la comptabilité analytique, mais je vais parler d'une manière très simple pour que tout le monde en comprenne. Je vous exposerai un certain nombre de points tout à fait intéressants sur leurs sources de financement, sur leur redistribution de ces financements, comment ils le dépensent. D'accord? Et vous verrez, franchement, bref, je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui ne seront pas tout simplement révoltées parce qu'ils apprendront. Ok? Et bien évidemment, chacune de mes paroles que je vais prononcer sur ces 10-15 pages d'analyse, il n'y aura rien que les prétendus journalistes de RSF sur quoi ils pourront contredire. Ils peuvent continuer à cracher leur salive, à raconter, ah bah, ce sont des agents de Kremlin, les agents de Poutine, bref, les bêtises de propagande de BTL, mais de présenter, comme je viens de faire par rapport à leurs mensonges vis-à-vis de ma personne, ils ne pourront rien présenter de tangible du matériel qui va, de leur côté, pouvoir prouver que ce que je raconte, c'est pas vrai. Parce que ce que je veux dire, c'est la réalité avec des preuves à l'appui. Point barre. Monsieur Froger, à un moment donné, dans sa communication, il a dit que je ne suis pas un journaliste. C'est une des rares choses de vrai, ce qu'il a dit. Oui, je ne suis pas un journaliste, Dieu merci. Et d'ailleurs, c'est une des rares choses que j'ai en commun avec monsieur Arnaud Froger. Au revoir.